Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Dans le passé, nous avons évoqué la violence exercée à l'égard des enfants, la violence intraconjugale. Aujourd'hui, nous allons parler de la maltraitance à l'égard des personnes âgées. Je vous retrouve dans un instant avec mes invités. Pour nous parler de la maltraitance à l'égard des personnes âgées, ses aspects sociaux, ses aspects moraux également, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Robert Mouyas, vous êtes professeur de gériatrie, vous êtes aussi président de l'association Alma France. Vous nous direz dans un instant comment il faut comprendre le mot Alma, parce que je voudrais présenter mon second invité, le docteur Nicolas Berg. Vous êtes vous aussi gériatre et vous êtes président de l'association Respect Senior. Alma France, professeur Mouyas, qu'est-ce que ça signifie? Alma France veut dire Alma pour Allo Maltraitance. Allo Maltraitance, personnes âgées. Et nous devons rajouter depuis maintenant pas mal d'années, personnes handicapées. Parce que ce qui va caractériser une situation de maltraitance, cette violence très particulière, c'est l'emprise qu'a l'auteur sur la victime, qui est une personne vulnérable, qui va dépendre de l'auteur. Donc dans la maltraitance, il y a toujours une relation entre l'auteur et la victime de la maltraitance. On peut mal concevoir la maltraitance à l'égard des personnes âgées parce que nous avons tous, je pense, le respect de nos aînés, le respect de nos parents, des personnes en qui nous trouvons la sagesse. Alors comment ça se concrétise dans le quotidien, la maltraitance à l'égard des personnes âgées? Il y a une très grande variété de situations qui sont possibles. L'une, la plus fréquente, de loin, qui ne nécessite pas de mauvaises intentions de la personne, c'est la négligence. Si la personne... Oui, donc vous rangez la négligence à l'égard des parents, par exemple, dans la maltraitance. Dans la maltraitance. Si on n'est pas conscient des besoins d'une personne qui dépend de vous, donc si on n'a pas été formé, ce qui est le cas d'un aidant naturel, mais aussi de certains professionnels, si on ignore la bonne réponse, il y a bien sûr un risque de négligence. Je dirais même la négligence est en quelque sorte la suite logique de cette inconscience des besoins et de cette ignorance des bonnes réponses. Et ça, c'est une situation qui est le plus souvent intrafamiliale. Elle se situe dans la famille, pas dans les institutions hospitalières. Ça peut survenir dans les institutions hospitalières, ça peut même survenir malheureusement dans les institutions... les maisons de repos. Les maisons de repos en Belgique, les maisons de retraite médicalisées, les EHPAD en France, dans la mesure où le personnel n'a pas été formé spécifiquement à cette tâche, qui n'est pas de s'occuper de personnes âgées, mais de personnes qui vont dépendre de l'assistance et des soins qu'on va leur donner et qui sont bien sûr totalement différents de ceux à donner à une personne âgée qui serait indépendante. Donc cette vulnérabilité, cet état de faiblesse, voire cette dépendance totale de l'assistance d'autrui font un risque spécifique de ne pas bénéficier de la bonne réponse et d'avoir affaire à cette négligence. Alors bien sûr, la négligence de l'aidant naturel, elle est normale. Il n'a pas été formé à ça, mais on peut l'informer et lui apprendre les bonnes réponses. Et la négligence du professionnel, là, c'est déjà un peu plus grave. C'est plus grave dans la mesure où on ne lui a pas assuré la formation à la responsabilité qu'on va lui donner. Car c'est à la différence des professionnels qui vont s'occuper de personnes indépendantes. Là, on va voir des professionnels sans lesquels la personne ne peut pas vivre. Donc la qualité de leur formation professionnelle, que ce soit d'aide ou que ce soit de soins, ou que ce soit médical, d'ailleurs, ou que ce soit de gestion de l'établissement, est absolument primordial. C'est d'ailleurs pour ça que, parallèlement à l'écoute qu'on assure des situations de maltraitance, aux conseils qu'on va donner pour essayer de les résoudre, on assure des formations pour apprendre aux personnes de repérer les maltraitances, d'éviter les maltraitances et de faire face aux situations de maltraitance s'il en survient. Et comme nous savons, dans le monde infirmier, il existe des infirmières spécialisées
dans les matières de psychiatrie, il y a des sages-femmes pour l'obstétrique. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des infirmiers et des infirmières spécialisées en gériatrie? Il en existe en gériatrie en Belgique, non, malheureusement Pas pas en France. En Belgique, Nicolas Berck, oui. Du critère d'agrément d'un service de gériatrie, on doit avoir une proportion suffisante d'infirmières spécialisées dans les soins gériatriques. D'accord. Et si on veut reprendre peut-être une compréhension globale de ce qu'est la maltraitance, on peut voir, il y a des tas de définitions données par l'organisme mondial, l'OMS, oui. ou par le colloque du Conseil de l'Europe, ou par le décret wallon. Et au fait, on retrouve toujours la notion que dans le concept maltraitance personne âgée, il y a le fait de poser un acte, mais ou une omission. Donc la négligence dont on parlait. Hein. Oui, volontaire ou involontaire, ça c'est encore autre chose, qui va porter atteinte à une personne âgée, et porter une atteinte, que ce soit psychique, que ce soit financière, physique, mais au fait le physique ne représente qu'une toute petite partie de la proportion des maltraitants de personnes âgées, et ça peut être commis par une personne individuelle, mais ou un groupe de personnes. Ça peut être un ensemble. La famille, par exemple. La famille, un ensemble de soignants, un ensemble de voisins, que sais-je. Mais donc ce n'est pas forcément une personne individuelle, ça peut être des faits presque plus aussi de société. Hein. Comment considère-t-on finalement la personne âgée au sein de la société? Il y a tout ce concept-là avec tous les préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis de ce que représente une personne âgée. Et vraiment, un des éléments caractéristiques, c'est qu'en général, la personne âgée connaît parfaitement l'abuseur, l'aime bien dans un certain nombre de cas, mais est souvent une personne avec qui elle a une relation de confiance. Ça peut être le fils, la fille, l'époux, l'épouse. Je veux dire, ça existe en violence intraconjugale, même à 85 ans, ça existe. Et donc, c'est souvent une affaire intrafamiliale, mais parfois, c'est quelqu'un avec qui on a une relation de confiance, par exemple, parce que c'est l'infirmière qui vient depuis 3 ans, vous l'avez tous les jours, ou la dame de compagnie, ou que sais-je. Et c'est des choses qui souvent surviennent progressivement. Il y a rarement un cut-off, tiens, la maltraitance commence tel jour à telle heure. C'est un continuum, c'est des situations qui dérapent progressivement et qui font que finalement, la relation entre ces deux personnes ou ce groupe de personnes et la personne âgée évolue dans une situation que peut-être personne n'a souhaité au départ. Et le professeur Moulias évoquait il y a un instant, en premier point, la négligence. Il y a parfois des actes qui sont pires que la négligence, professeur Moulias. Oui, bien sûr, qu'à partir du moment où ils sont dans des négligences, signaler des négligences qui sont passives, on ne fait pas ce qu'il faut faire, mais il y en a d'autres qui sont actives, où volontairement, on ne va pas faire ce qu'il faut faire, parce que c'est plus simple de ne pas le faire, on va faire un acte qui simplifie le travail, mais qui est défavorable et qui va nuire à la personne, comme par exemple mettre une couche plutôt que de permettre à la personne d'aller aux toilettes pour prendre quelque chose d'extrêmement banal. Et puis, bien sûr, il va y avoir de façon très importante tout ce qui va concerner l'argent de la personne, qui va être une source puissante de maltraitance, soit que l'entourage familial ou professionnel ou extérieur, ce qu'on appelle l'influence indue, va repérer cette personne pour essayer de capter ses ressources, de détourner ses ressources à son profit, soit parce que l'entourage ne voudra pas payer pour les coûts induits par la faiblesse, voire la dépendance de cette personne. Et ça, c'est une grande source, d'une part, de maltraitance, d'autre part, de conflits familiaux. La famille va se déchirer à propos du parent âgé qui a besoin de son aide, ce qui va bien entendu retentir sur le psychisme, voire sur le physique d'une personne qui voit sa famille se déchirer à son propos. On dit souvent que les personnes âgées sont moins craintives, accordent plus aisément leur confiance, même au premier venu, même à un inconnu, et donc sont peut-être plus susceptibles d'être trompées. Alors, il y a un grand facteur de risque qui est aussi l'isolement de la personne. Oui. La personne qui vit seule va être en recherche d'affection. Il y en a qui vont acheter cette affection de façon parfaitement consciente, mais il y en a d'autres qui vont être entourés par une personne qui vient là, non pas pour apporter son affection, mais parce qu'elle a repéré la faiblesse de la personne et pour détourner ses ressources, que ce soit
un vieux monsieur qui va trouver une personne féminine venant s'occuper de lui, soit l'inverse, une vieille dame qui va trouver une autre dame un peu plus jeune ou un vieux monsieur venir s'occuper d'elle dans un but, en fait, parfaitement intéressé. Un but mercantile. Dans un but mercantile de détournement des fonds. Alors ceci est encore plus développé dans les pays anglo-saxons, dans lesquels il n'y a pas de loi protectrice, des héritiers des naturels. héritiers. Oui. Mais les personnes, même dans nos pays dans lesquels les héritiers sont protégés, celles qui sont sans enfants sont bien sûr, les plus exposés, et même ceux qui ont des enfants peuvent être parfaitement exposés. Oui, mais c'est vraiment des éléments caractéristiques. Il y a des personnes qui sont vulnérables, mais il y en a qui sont même simplement fragiles et qui ne sont pas déjà dépendantes. Et simplement, cette fragilité fait que réagissent peut-être pas tout à fait de manière correcte la personne âgée, et l'entourage parfois ne sait pas tout à fait bien ce qu'il faut faire. Et quand on entre, alors là, dans certains cadres pathologiques, mais qu'on rencontre plus souvent au grand âge, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer ou toute autre forme de démence, ben c'est vrai que la personne âgée ne réalise peut-être plus bien certaines choses, mais c'est aussi extrêmement éprouvant pour l'entourage. Et l'entourage qui doit faire face à des situations pour lesquelles il n'a pas été formé et qui se retrouve avec quelqu'un qu'ils aiment bien, mais dont les réactions deviennent parfois incompréhensibles. Parfois agressives aussi. Parfois agressives, mais parfois aussi faisant des choses tout à fait qui n'ont pas de sens. Au sens commun du terme. Au sens commun du terme, oui. Et donc, qui fait que le fils, la fille, peut peut-être être énervé au bout d'un certain temps par le comportement de la personne et voire parfois à des réactions indues par fausse protection. On va éviter que maman ne fasse des bêtises, donc on va peut-être, au bout d'un temps, l'empêcher d'entrer dans une pièce, l'enfermer dans sa chambre, et puis parfois on a l'escalade, oui mais on va avoir peur qu'elle tombe, donc on va l'attacher sur sa chaise, alors que si on avait montré cette photo-là, de cette situation-là à la fille 5 ans avant, elle aurait dit je n'aurais jamais fait ça. Et c'est une situation qui a évolué. Donc ce sont les circonstances qui amènent parfois certains. Et vraiment, une des premières choses qu'on peut essayer de faire, c'est de faire prendre conscience aux personnes et à la fille qui a une situation qui est occupée à déraper. Et quand on veut aider ce genre de situation, plutôt que de stigmatiser un auteur, il faut commencer par aider l'auteur. Il n'y a pas de malveillance dans l'intention. Exactement. Et donc souvent, la première aide qu'on peut apporter dans ces situations, c'est d'essayer de mettre une tierce personne qui permettra à l'auteur de souffler, qui permettra à la personne âgée d'avoir les soins qu'elle requiert. Et donc vraiment, il faut... Et à l'auteur de prendre une certaine distance avec la réalité. Et puis aussi, c'est qu'il faut prendre ces situations en charge d'une manière globale et pas découper le besoin purement médical, le besoin affectif, le besoin... En nourriture. Voilà. Donc, et ça, peut-être c'est pas pour rien, je crois que vous avez 2 gériatres en face de vous, parce qu'en fait, c'est des parties de la médecine où on sort de notre cadre médical. On a besoin de toute une équipe pluridisciplinaire, où on va retrouver le psychologue, l'assistant social, le kinésithérapeute et que sais-je. Et donc, ça va permettre justement d'avoir une vision beaucoup plus holistique de la personne âgée. Donc, ce qui fait qu'on va s'intéresser éventuellement à des problèmes de maltraitance. Et quand on est dans une situation de maltraitance, mais on ne va pas la découper sous une forme juridique, par exemple, en disant le droit c'est ceci. Oui, mais bon, ça ne va pas. Quand une personne est maltraitée psychologiquement, le juge, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Malheureusement, pas grand-chose. Et ce sont beaucoup plus souvent les autorités judiciaires qui, à la limite, se retournent vers des associations telles que Respect Senior en disant il y a quelque chose qui, entre guillemets, ne tourne pas rond, mais au fait, il faut faire une approche beaucoup plus globale que de simplement vouloir dire on va sévir ou punir l'auteur de cette maltraitance. Oui, mais il y a des situations où le pouvoir judiciaire peut intervenir. Nous savons qu'il y a des personnes qui essayent de capter des héritages, de voler des personnes âgées, parce que la personne âgée manque de méfiance. Mais là, on retrouve des solutions juridiques qui existent mieux. Par exemple, en Belgique, il y a la loi qui permet de nommer un administrateur provisoire des biens. Oui. Et donc, si la personne est effectivement à risque de se faire spolier de l'argent, elle peut même, à sa demande parfois elle-même, mais à la demande de l'entourage,
avoir une forme juridique où, effectivement, les dépenses vont être contrôlées, ce qui permettra d'éviter des dérapages parfois malheureux. Mais nous connaissons tous ces situations où un faux policier se présente dans une maison, un faux contrôleur de l'eau ou du gaz, et permet, par sa présence, et se permet, par sa présence dans la maison, de voler une vieille personne. D'accord, mais ça, ce n'est pas spécifique de la maltraitance, maltraitance personne bien âgée, sûr, parce que ça peut exister vis-à-vis Bien sûr, des d'une gens autre plus jeunes. personne un peu crédule qui va ouvrir sa porte à quelqu'un qui a des intentions sûr. malhonnêtes. Oui, Robert Moulias, vous vouliez ajouter Oui, quelque chose? alors ce type de violence, là on sort de la maltraitance dans laquelle il y a un lien, là il n'y a pas de loi, mais ce type de violence que la police appelle la criminalité astucieuse va essentiellement frapper les personnes seules. Et âgées. Et donc souvent les personnes âgées. les personnes âgées, les personnes seules et faibles. Alors en France, effectivement, on a aussi la législation sur l'abus de faiblesse. Mais je voudrais, pour le cas cité, qui est quand même massif dans nos résultats d'ALMA, des vieillards atteints de maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, qui sont bien sûr les cibles, surtout au début de la maladie, quand elles ne sont pas encore trop dépendants, entre guillemets, c'est le fait que l'aidant est aussi peut-être maltraitant par ignorance, et pas en voulant bien faire, mais se trouve souvent aussi maltraité que la personne aidée. Et il va y avoir du point de vue familial, on ne comprend pas pourquoi il va avoir à se consacrer à cette personne. Il n'est pas aidé par la société. Il y a encore très peu de solutions de répit qui existent pour lui permettre de s'en sortir. Et d'autre part, au fur et à mesure que l'attachement entre la personne qui aide et la personne qui est aidée devient de plus en plus fusionnel, de ce lien qui n'a pas été prévu au départ dans le contrat de mariage ou dans la filiation. L'aidant aussi, certes, il peut être maltraitant par négligence, mais il va être lui aussi très souvent en situation d'être maltraité. Et il n'y a pas de solution juridique, au contraire, des solutions de conseil et d'assistance apportées au duo aidant-aidé dans ce type de situation. Mais la maltraitance survient parfois dans des milieux spécialisés. La presse a rendu compte il y a quelques mois de situations extrêmement dramatiques dans des maisons de repos où le personnel n'avait pas adopté l'attitude qui convenait à l'égard des personnes âgées. J'évoque ici une affaire qui s'est produite en Belgique, mais j'imagine qu'en France, cela régulièrement en France se produit aussi. Alors comment vous qui êtes des gériatres, qui êtes dans le contact quotidien avec les infirmières, les kinés, etc., comment pouvez-vous expliquer que cela se produise? Alors on a deux... Oui, on donnera tout à l'heure la parole à Nicolas Berg. Vous avez probablement la même expérience. Dans les institutions de type maison de soins, comme on dit en Belgique, qui me paraît un meilleur terme que HPAD, on a deux types de maltraitance et principale, il y en a bien d'autres, mais une qui est relativement limitée, qui est celle d'un agent un peu pervers qui va profiter de sa puissance pour maltraiter de façon là, pratiquement intentionnelle ou pour des personnes dont elle a la charge. C'est quelque chose qui est en fait très limité, qui ne ressort comme une cause faible dans nos chiffres, parce que dans un bon établissement, cette personne, et c'est mon expérience, est mise en état de nuire, hors d'état de nuire par l'équipe elle-même. Oui, bien sûr. L'équipe le voit, l'observe, donc oui, elle intervient. Souvent, l'équipe de professionnels réagit avant même la direction et oblige parfois la direction à agir. Donc, ce qu'on voit le plus souvent, et ça ne va frapper qu'une partie des établissements, c'est des situations de dysfonctionnement global dans lesquelles l'ensemble de l'équipe dysfonctionne parce qu'ils ne sont pas conscients des besoins, parce qu'ils ne savent pas les bonnes réponses. Et là, la seule solution, c'est de reprendre la formation au départ, d'une part de la formation professionnelle, et d'autre part de faire prendre conscience, ceux dont sont capables la plupart, faire prendre conscience de leur responsabilité et qu'ils n'ont pas affaire à des personnes âgées qui sont là en quelque sorte comme dans un hôtel, mais de personnes qui sont là par leur fragilité ou leur dépendance et qui ne peuvent pas vivre sans leurs aides. Donc elles ont une responsabilité propre qui peut les valoriser
Et à ce moment-là, on peut avoir des changements d'attitude, mais il faut prendre à ce moment-là les équipes dans leur entière, y compris leur encadrement. Alors en Belgique, vous avez l'avantage d'avoir des infirmières spécialisées en gériatrie, si bien que l'équipe a en permanence quelqu'un qui est Vous êtes dubitatif, Esterberg. est censé avoir en permanence quelqu'un qui peut répondre à leurs questions. Non, c'est tout à fait. Je crois que c'est un bien d'avoir des infirmières spécialisées. Maintenant, ça n'évite pas tous les écueils et tous les soucis. D'abord, je voudrais insister que c'est important de parler de la maltraitance en institution, mais que l'immense majorité des cas sont en dehors d'institutions. Maintenant, pour ce qui est de l'institution, il y a parfois effectivement des méconnaissances dans l'équipe professionnelle, mais il y a aussi une logique institutionnelle qui ne correspond pas forcément à la logique individuelle des personnes. Bien sûr. Et là-dedans se retrouve aussi le fait qu'on ne distingue pas les soins ou l'accompagnement, ce n'est pas forcément des soins, individualisés à chaque personne. C'est un grand piège de parler des besoins des personnes âgées ou de la personne âgée en croyant que c'est un groupe homogène. Ben non. Chaque cas est un cas particulier. Chaque cas, mais déjà à 50 ans, on est tous différents. Ben, on est encore plus différents tous à 85 ans parce que non seulement on était déjà différents au départ, en plus éventuellement les histoires de vie ou éventuellement les pathologies font que le groupe est encore plus hétérogène. Et si on prend une logique institutionnelle, le matin, on va devoir laver tous les patients. Enfin, ceux qui ne savent pas se laver. On va peut-être commencer à la chambre 1, finir à la chambre 10, mais peut-être que le patient de la chambre 10, lui, il aimerait bien d'être lavé très tôt, et le patient de la chambre 1 plus tard. Ou c'est peut-être plus nécessaire pour le patient de la chambre 2 que le patient de la chambre 4. Toute une série de choses, et c'est toute une logique institutionnelle que de s'adapter et de dire, on n'est pas obligé de faire les soins dans l'ordre du couloir. Même chose pour l'heure du lever, pour l'heure du coucher, pour l'alimentation. Ça ne requiert pas forcément plus de temps, mais ça requiert une gymnastique d'esprit un peu plus grande qui n'est pas toujours valorisée au sein d'une institution. Et je ne critique pas, parce que c'est épouvantablement compliqué de gérer une institution, donc je ne suis pas occupé à donner des leçons à qui que ce soit, mais c'est là qu'on rencontre parfois ce qu'on va appeler de la maltraitance institutionnelle par l'organisation qui ne s'adapte pas toujours aux besoins des pensionnaires, qu'ils soient plus ou moins malades, ça c'est encore autre chose. Vous êtes l'un et l'autre président d'associations, Alma France et Respect Senior. Quelle est l'action de vos associations respectives? Qu'est-ce que vous faites à Alma France? Qu'est-ce que vous faites, Dr Berg, en Belgique à Respect Senior? Donc, commençons par vous. Oui. En Belgique, donc c'est une agence, Respect Senior est l'agence wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, qui est donc sur une base d'un décret wallon, donc c'est la loi. Donc c'est institutionnel. Tout à fait. Donc de par la loi, il doit y avoir une agence qui lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Ça dit déjà bien ce que ça veut dire. Alors l'action la plus connue, la plus médiatique, c'est certainement un numéro d'appel gratuit 0830 330 où toute personne confrontée à des situations de maltraitance peut appeler pendant les heures ouvrables, pendant les jours ouvrables. Et là, on essaye de résoudre avec la planche, parfois des personnes âgées, parfois des personnes d'entourage, parfois des professionnels qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est peut-être l'action la plus visible, la partie visible de l'iceberg. Mais à côté de cela, il y a tout le suivi de ces situations qui prend énormément de temps. Et puis, il y a tout l'aspect qui est sensibilisation, formation. Donc, sensibiliser un public qui peut-être ne connaît pas la maltraitance des personnes âgées, ça reste quand même un sujet qui est très, très tabou. On parle souvent d'enfants maltraités, de femmes violentées. On ne parle pas très souvent dans les journaux de personnes âgées. Or, pourtant, même l'Organisation mondiale de la santé dit que 6% des personnes de plus de 65 ans sont victimes de violences. 6%, c'est énorme. C'est énorme. Et selon le type de définition qu'on donne, on va trouver des chiffres plus ou moins élevés. Et donc, il y a tout cet aspect de sensibilisation. Et puis, il y a la formation, quand on a affaire à des professionnels. On va essayer de leur expliquer comment, dans leur pratique, ils peuvent améliorer les choses. À Alma France, c'est à peu près la même chose? Ça y ressemble beaucoup, effectivement, c'est parti sur les mêmes principes. Nous sommes, alors si ce n'est que nous fonctionnons essentiellement avec des bénévoles, donc on fait partie
dispositif national de lutte contre la maltraitance qui implique un dispositif national d'écoute des situations de maltraitance, où il existe un numéro national et des numéros départementaux. Donc ALMA est le réseau qui répond... Qui chapeaute un peu le tout. Qui chapeaute tout le réseau des centres de proximité, qui assure une écoute, avec des conditions d'écoute très spécifiques, parce que c'est une écoute difficile, il faut être plusieurs, il faut que les personnes soient formées, qui assure des conseils, avec dans chaque département une équipe pluridisciplinaire de personnes qui sont généralement des professionnels ou d'anciens professionnels, mais qui viennent là bénévolement pour répondre à ces questions, parce que c'est souvent des situations extraordinairement complexes. Et on assure, après éventuellement des signalements aux autorités responsables, parce que si cela est nécessaire, et on assure le suivi, parce que c'est pas parce qu'on a signalé quelque chose aux autorités que les autorités vont faire quelque chose. Bien entendu, il est bon de s'assurer que la situation de maltraitance ait disparu. Parallèlement, effectivement, on traite 4500 à 5000 dossiers de situation de maltraitance par an, ce qui est une petite partie de ce qui se passe en France, bien sûr. Et à partir de ceci, on essaie de commencer des études sur la typologie des différentes maltraitances, quels sont les facteurs de risque, quels sont les facteurs de solution. On n'a jamais pensé à quels sont les facteurs de solution. Et puis, bien sûr, depuis le départ, on assure des formations et des sensibilisations. Et c'est des professionnels et aussi du grand public, car chacun peut être concerné par les situations de maltraitance. Chacun peut un jour devenir maltraitant sans le vouloir, peut être témoin de maltraitance sans savoir que faire, et il ne faut pas rester seul devant une situation, ou peut être victime de maltraitance, on ne sait pas un jour si on ne deviendra pas soi-même vulnérable. Eh bien, je vous remercie, messieurs les gériatres, professeur Robert Mounias, docteur Nicolas Berg. Merci pour votre éclairage sur cette importante question. Je salue nos auditeurs en leur disant au revoir et à bientôt.